Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, et il y a très peu de personnes ici qui me connaissent, je vais vous expliquer en gros mon parcours, pas en détail parce qu'on serait là jusqu'à demain matin, mais à la base j'ai une formation scientifique et je suis arrivée en Berry. Berry, une région connue pour soi-disant ses sorciers. Mais quand je suis arrivée en Berry en 1960, je me suis vraiment demandé dans quelle région je tombais, puisque les gens autour de moi me parlaient en me disant qu'ils allaient chez les guérisseurs et chez les médiums ou chez les voyants. Donc je me suis dit vraiment, je ne pensais pas que la France était aussi arriérée. La France était aussi arriérée. Je suis tombée vraiment dans une région de France particulièrement arriérée. Donc je suis restée dans cet état d'esprit jusqu'en 1985. Et en 1985, j'ai eu l'occasion de rencontrer un médium et j'ai tout fait pour le piéger. C'est-à-dire que j'étais persuadée que tout médium et tout guérisseur ne pouvait être qu'un charlatan. Et quand on m'a dit que ce monsieur avait fait des prédictions sur ma personne, j'ai dit je veux le rencontrer, mais j'ai tout fait pour qu'il ne sache pas qui j'étais. Et en particulier, il m'avait demandé d'apporter des photos. Donc je ne savais pas du tout ce qu'un médium pouvait faire avec des photos. Et la personne qui me l'avait recommandé m'a dit, mais vous savez, un voyant, un médium voit beaucoup de choses sur les photos. Ben, j'ai dit, tu vas voir mon Dieu comme je vais t'attraper. J'ai pensé que s'il voyait arriver une femme sans alliance, et si je lui apportais une photo d'homme, il allait forcément me dire que c'était mon ex ou mon futur. Alors je me croyais plus maligne, et j'ai apporté une photo de Michel Jobert avec qui j'avais fait de la politique. Bon, je pense que vous êtes beaucoup de générations à avoir connu Michel Jobert ou entendu parler de Michel Jobert. Donc j'avais une photo de lui, que j'ai toujours d'ailleurs, dans une rue de Châteauroux, vue de dos et coupée à la taille. Alors je riais en mon fort intérieur parce que je me disais déjà que Michel n'est pas grand, alors coupé à la taille, là il ne va rien voir du tout. Eh bien je me suis fait avoir, parce que dès qu'il a eu la photo en main, il l'a frottée dans ses mains et il m'a dit, madame, ce monsieur est dans la politique. Il a été 2 fois ministre. Et alors, bon, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui fait de la politique au niveau national, parce qu'il m'a dit, mais ce monsieur ne réussira pas au niveau national parce qu'il est trop honnête. Et alors après, il a embrayé sur mon divorce, comme s'il était une mouche ou une petite souris dans la maison. Donc je suis sortie de là bouleversée, et le lendemain, j'ai dit, il y a un phénomène que j'ignore, il faut que je le comprenne. Et j'ai démarré comme ça une enquête sur la voyance qui m'a amené à faire beaucoup de découvertes. Petit à petit, je me suis aperçue que je m'étais moquée des médiums, mais que j'étais moi-même médium. Je me suis aperçue que je m'étais moquée des guérisseurs et que j'étais moi-même guérisseuse. Et les années ont passé et je savais que la médiumnité pouvait entraîner aussi à devenir canal, c'est-à-dire à recevoir des messages en télépathie, mais je ne pensais pas du tout que ça allait me tomber dessus. C'était déjà, bon, médiumnité pour passer à côté de quelqu'un et de se dire, tiens, celui-là, il a mal dans le dos, je trouvais que c'était bien et suffisant. Et puis, guérisseuse, je ne m'attendais pas du tout non plus à ce que ça me tombe dessus. Mais la médiumnité, bon, j'avais lu beaucoup de choses et je savais qu'il y avait des personnes qui travaillaient en télépathie. J'étais tellement passionnée par ce que je découvrais qu'en 91, j'ai abandonné tous mes magasins. Je vendais du prêt-à-porter et de la lingerie féminine, parce que j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. Et finalement, j'ai ouvert une librairie ésotérique. Et dans cette librairie ésotérique, j'étais obligée d'avoir des livres sur ce qu'on appelait les extraterrestres. Je dois dire que la réalité des extraterrestres a été vraiment loin de ma compréhension.
Dans les années 50, il y avait beaucoup d'articles dans les journaux qui faisaient état d'observations d'OVNI. Mais ça me passait vraiment au-dessus. J'avais autre chose à faire. Moi, gérer la vie familiale, la vie professionnelle, 3 enfants. Je n'y attachais aucune importance. Donc quand j'ai ouvert la librairie, j'ai eu quand même un petit rayon, parce que ça faisait partie d'un fonds de librairie ésotérique. Et j'ai vu des personnes venir me chercher ces fameux livres. Et ils étaient tous à vouloir me convaincre qu'il y avait d'autres planètes habitées. Mais ces braves gens étaient tellement exaltés, ils voulaient tellement me convaincre qu'ils faisaient l'effet inverse. Finalement, en 1994, comme j'organisais des conférences, on me demande de recevoir un chaman maya. Aucune notion de la culture maya. Mais pour faire plaisir, j'accepte de recevoir ce chaman maya. Et j'ai la surprise qu'il me fasse organiser un voyage sur les pyramides mayas au Mexique l'année suivante. Bon, alors ça, c'est pas le sujet de la conférence de ce soir, mais à mon retour de ce premier voyage au Mexique, c'est là où je suis réveillée une nuit par des pensées qui s'imposent dans ma tête. C'est « lève-toi, il veut te parler, lève-toi, il veut te parler ». Et je commence à recevoir des messages en télépathie, messages des anges, messages des anciens mayas, un peu plus tard, messages de Marie, et également en 2002, donc messages des habitants des autres planètes. Donc on y arrive. Mais depuis, la télépathie est devenue encore plus, on va dire, plus importante, puisque je peux recevoir des messages des arbres, des fleurs, des animaux, enfin, dès qu'il y a de la vie, on peut communiquer en télépathie. Alors maintenant, j'en arrive à ma rencontre avec un habitant d'une autre planète. Ça se passe au Mexique en 2002 et nous faisons un voyage de groupe, un groupe français et un groupe américain dans la même structure. Les Américains, qui viennent à nos voyages, je les connais bien, ils sont toujours très exubérants. Et là, dans leur groupe, il y a un homme qui est très différent des Américains habituels. Il est très réservé, mais vraiment, il a beaucoup de self-control et il est vraiment très réservé. Et je me dis, il est quand même pas comme les autres Américains. Sauf qu'un jour, je passe à côté de lui et il se précipite sur moi, il m'attrape dans ses bras, il me serre dans ses bras et ma réaction c'est de me dire « Ah ben il n'y a pas de doute, c'est bien un Américain celui-là ». Alors il sent ma réticence, il me lâche et il met ses 2 mains comme ceci et il me les plaque sur le front au niveau du 3e œil. Et là je suis scotchée, je ne peux pas bouger. Et je pense, mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bon, il me lâche, et puis le voyage continue. C'est un voyage plein de rebondissements, parce que nous sommes pris dans la queue d'un ouragan, avec beaucoup d'inondations, et au lieu de faire un voyage qui aurait duré 9 heures, nous avons mis plus de 2 jours, arrêtés par des inondations. Finalement, nous arrivons dans une ville qui s'appelle Campeche, et là, l'eau a commencé à baisser un petit peu, et on nous dit que l'aéroport est rouvert et que nous allons peut-être pouvoir partir de l'aéroport. Alors, en tant qu'organisatrice, je laisse mon groupe à l'hôtel, et je m'en vais à l'aéroport voir si on peut échanger les billets. Et là, je vois notre Américain, il s'appelle John, et je vois le fameux John, qui bouscule tout le monde et qui veut partir le premier. Alors, ça me paraît bizarre parce que c'est vraiment pas l'homme que j'ai connu durant le voyage. D'ailleurs, durant le voyage, à partir du moment où il a fait ce geste sur moi, je ne sais pas, je l'ai complètement ignoré. C'est comme si il n'avait pas été dans le bus. Or, nous avons partagé le même bus pendant plusieurs jours.
Et là, à Campeche, je le vois qui bouscule tout le monde. Et je me dis, bah ça, il est quand même bizarre maintenant. Il est tout à fait différent. Et arrive, alors on ne peut pas partir. Et je retourne à l'hôtel. Je rencontre un ami mexicain. Et je lui dis, tu sais, j'ai rencontré John à l'aéroport. Et vraiment, je ne comprends pas du tout son attitude. Il n'est plus le même. Et mon ami me répond, mais tu sais, il fallait qu'il parte. Je dis oui, moi, on est tous pressés, on a tous 2 jours de retard, on est tous pressés. Il me dit oui, mais lui, il fallait qu'il parte, parce que tu sais bien qui il est. Je lui dis oui, je pense qu'il est kinésithérapeute à Los Angeles. Et cet ami, il me dit, mais il n'est pas que ça. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il est d'autre? Et cet ami me dit, c'est un extraterrestre. Alors là, j'étais tellement sciée que j'ai rien pu dire, sauf me précipiter dans ma chambre et de dire à Isabelle, que vous avez vu, qui est avec moi ici, présente, et de dire à Isabelle, mais tu te rends compte, il paraît que John, c'est un extraterrestre. Alors Isabelle a un grand rôle auprès de moi, parce que elle me temporise ou elle me donne des bonnes idées. Et là, ce jour-là, elle me dit, mais écoute, toi qui es en contact télépathique avec des guides, avec les anges, pose-leur la question. Alors, de temps en temps, je vais vous lire quand même quelques passages de messages que je reçois en télépathie. Alors, évidemment, Isabelle ayant dû poser la question, eh bien, j'ai eu la réponse quelques heures après. Oui, ce John, comme beaucoup d'autres dans le monde, s'est incarné pour aider l'humanité. Il est à l'étroit dans ce corps humain, et même s'il a accepté cette mission, elle lui pose parfois des désagréments. Il ne peut avoir de contact prolongé avec aucun humain. Il est programmé par le Conseil supérieur de sa planète pour apporter son aide à l'humanité, car sauver votre planète est important pour l'équilibre de l'univers. Alors je me suis dit, bah, il manquait plus que ça. Et même je me suis mis un petit peu en colère, parce que un peu plus tard, j'ai eu un autre message disant que ce travail que John avait fait sur moi, c'était pour que je puisse communiquer avec les habitants des autres planètes. Alors je me suis mis en colère en me disant, non mais ça va pas, je communique avec les défunts, je communique avec les anges, avec Marie, avec les anciens Mayas, vous croyez que j'ai pas assez de boulot? Et puis je me calme. Bon ben si ça doit être, eh bien j'arriverai à tout faire. Donc finalement nous arrivons à notre destination, le groupe repart. Il manque 2 places dans l'avion, donc on est très contents, Isabelle et moi, de rester quelques jours de plus au Mexique. Donc 4 jours après, nous reprenons un avion. Nous sommes en transit à Houston, quand je sens qu'il y a un message, quelqu'un qui veut parler, qu'il y a quelqu'un au bout du fil, si vous voulez. Et j'ai toujours avec moi un bloc, parce que je ne sais jamais à quelle heure, à quel moment je vais avoir un contact. Et là, à Houston, je prends vite mon bloc et j'écris un message que je dois avoir quelque part. Et le voilà. Ok, nous allons maintenant pouvoir travailler. Nous, les habitants de la planète Humo, faisons aussi partie de la coalition et la rencontre avec notre frère t'a permis de t'ouvrir à notre dimension. Il a reconnu en toi la personne très spéciale avec laquelle nous allons pouvoir régulièrement communiquer. Je suis Axia et la petite Isabelle, ne te cache pas, viens là. Et la petite Isabelle sera heureuse de me retrouver après tant d'années. Vous voyez que les opportunités vous sont toujours redonnées. Je reviendrai bientôt bavarder avec vous. Je suis Axia toujours. Alors je ne comprends rien du tout à ce que je viens d'écrire et je tends mon bloc à Isabelle. Tu veux venir? Je ne lui avais pas dit que j'allais lui faire ce coup-là. Alors c'est pour ça qu'elle est cachée. Bonsoir.
Ce que Nicole ne savait pas, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18-20 ans, je travaillais, quand j'étais étudiante, l'été en Espagne, dans un restaurant comme ici. Et la nuit, quand j'avais fini mon service avec un groupe d'Espagnols, on communiquait avec une dénommée Axia de la planète Humo. Et Nicole n'était pas du tout au courant et je ne pensais pas que 20 ans plus tard, j'aurais des nouvelles de cette amie par l'intermédiaire de Nicole Duhin dans un aéroport à Houston. Alors vous pensez bien que la première chose que j'ai fait en rentrant en France, c'est d'essayer de recontacter ce fameux John. Et on est à une époque formidable puisqu'il y a quand même Internet. Donc j'avais son adresse mail dans la liste des participants au voyage et je lui ai envoyé un mail en lui disant « Voilà John, depuis notre départ du Mexique, je reçois des messages de la planète Humo. Qu'en penses-tu » Et j'ai reçu une réponse, mais pratiquement immédiate. C'était je voudrais que tu m'envoies les messages que tu reçois pour que je puisse les authentifier. Et puis, il me posait aussi une question que j'ai mal compris. J'ai cru qu'il me demandait ce que j'avais ressenti quand il m'avait fait ce travail sur moi. Et là, j'ai répondu je n'ai rien senti de particulier parce que je n'aime pas qu'on fasse un travail sur moi sans m'en demander l'autorisation. Et là, en réponse, j'ai eu oui, les messages viennent bien de ma planète et je suis désolée de t'avoir été désagréable parce que j'ai complètement oublié que sur votre planète, vous êtes séparés alors que nous, sur la nôtre, nous ne sommes qu'un. Donc c'était vraiment une grande leçon pour moi, c'est-à-dire que si j'avais été dans l'ouverture du cœur, si j'avais été confiante, si j'avais pensé, j'aurais pensé qu'il ne me faisait rien de mal et que tout ce qui se passait était bon. Donc le temps a passé et j'ai continué mon cheminement. Donc cela, ça se passait en 2002. Et en 2014, il était vraiment temps que j'écrive un livre sur les contacts que j'avais eus depuis. Parce que j'ai eu donc des messages régulièrement, des messages de Axia de la planète Humo, mais j'ai eu également des messages de Alpha du Centaure, de Sirius, des Pléiades. Et donc il était temps que je fasse ce livre. Mais pour faire ce livre, j'ai recherché dans mes archives et j'ai retrouvé les mails échangés avec John. Et j'avais totalement zappé dans l'un de ces mails qu'il me demandait de venir le voir aux États-Unis pour continuer à travailler avec lui. Et il demandait également à rencontrer Isabelle pour faire le même travail sur elle, pour qu'elle puisse également devenir canal de leur planète. Donc pendant 10 ans, nous avons complètement zappé ce paragraphe-là. Donc en 2013, nous l'avons recontacté en se disant, bon, on ne sait pas du tout s'il est toujours à la même adresse, mais il était toujours au bout d'Internet. Et nous avions décidé de nous rencontrer au Mexique. Il a eu un empêchement de dernière minute et en 2014, il devait venir en France, il devait venir chez nous. Alors, chez nous, c'est une parenthèse. Nous travaillons dans une propriété qui s'appelle Mexico. Mexico, ce n'est pas nous qui avons donné le nom, c'est une propriété qui nous a été apportée, qui porte ce nom depuis 1880 à peu près. Et pour des personnes qui travaillent avec le pays Maya depuis 1995, je trouve que c'était vraiment un formidable coup de pouce du ciel. Donc John avait décidé de venir nous voir et Isabelle part à Roissy pour le récupérer à l'avion et il n'était pas à l'aéroport. Donc on se demandait ce qui se passait. On n'avait aucune nouvelle, on est resté pendant une journée et demie avec l'ordinateur ouvert en pensant qu'il avait loupé l'avion.
finalement, on a envoyé un nouveau mail et c'est sa sœur qui nous a répondu en disant qu'il était décédé 2 jours avant et qu'elle n'avait pas pu nous prévenir. Mais finalement, alors on était un petit peu déstabilisés, mais finalement ce décès m'a beaucoup aidé pour l'écriture du livre, parce qu'entre nous, il y avait quand même la barrière de la langue. Moi je parle très très mal anglais, Isabelle un peu mieux, mais beaucoup mieux, excuse-moi. Mais de là à vraiment communiquer sur des questions pointues, ça aurait été un peu difficile. Et du monde invisible où il est maintenant, il m'a donné beaucoup de messages et en me disant finalement c'est aussi bien, c'est même mieux, parce que la télépathie, on peut faire de la télépathie en n'importe quelle langue. Il y a un traducteur automatique dans nos cerveaux. Donc voilà qui je suis. Si tout à l'heure vous me posez des questions très pointues sur l'ufologie, parce que vous êtes de grands spécialistes, eh bien je ne saurais pas y répondre. Je vais simplement vous expliquer ce qu'eux-mêmes m'ont expliqué, quel est le rôle actuellement des habitants des autres planètes par rapport à notre planète. Donc tout à l'heure on vous a parlé d'une confédération interstellaire, et c'est ce qu'ils sont venus, parce que John et d'autres sont venus m'expliquer, c'est que depuis, alors ça m'a amusé ce que Nicolas a dit tout à l'heure, parce que je vais le répéter, depuis les explosions de Hiroshima et de Nagasaki, les planètes évoluées se sont réunies pour créer une confédération interstellaire. Moi, depuis des années, je recevais des messages me disant qu'il y avait dans le monde invisible une coalition pour la sauvegarde de la planète bleue. Et que dans cette coalition, il y avait beaucoup d'entités différentes, qu'on pouvait trouver des défunts ayant déjà une certaine conscience, qu'on pouvait trouver ce qu'on appelle nos guides, qu'on pouvait trouver des anges, qu'on pouvait trouver les anciens Mayas avec leur culture, et puis il m'ajoutait, et aussi les habitants des autres planètes. Mais jusqu'à ce que je rencontre John, je n'étais pas vraiment convaincue. Alors que au Mexique, j'avais toujours entendu les Mayas dire qu'ils venaient des Pléiades et que nos frères des étoiles s'occupaient beaucoup de nous. Nicolas, il est là, vous cherchez là-bas. Nicolas, vous n'avez pas vu, vous cherchez là-bas. Alors, je cherche une page. Donc ils m'ont appris que toutes les planètes ne sont pas au même niveau d'évolution, c'est-à-dire de conscience. Dans l'univers, nous sommes maintenant suffisamment nombreux à avoir compris ce grand principe pour avoir pu fonder une fédération, une confédération de plusieurs planètes. Ce sont ces planètes qui sont entrées dans ce qui a été présenté sous le nom de coalition. Notre confédération, notre fédération interstellaire a beaucoup de poids auprès de la plupart des autres planètes, car elles ont compris combien il était important, voire même nécessaire de s'unir pour contrer vos inepties. Notre fédération a aussi pour rôle de surveiller les planètes moins évoluées. Nous avons des réunions régulières pour leur apprendre qu'une évolution efficace, valable, ne peut se faire sans conscience. Dans l'univers, votre exemple nous a effrayés et nous sert d'exemple pour montrer aux planètes plus jeunes que les nôtres ce qu'elles ne doivent pas faire, ce qu'il ne faut pas faire si l'on ne veut pas davantage déséquilibrer l'univers.
Dans celui-ci, il y a donc différentes sortes de planètes, des jeunes, des moins jeunes, des anciennes, c'est-à-dire des sages. Et cela n'a aucun rapport avec leur date d'apparition. Sur chacune d'entre elles, il y a des vies plus ou moins jeunes ou anciennes. C'est exactement comme sur la vôtre, tous les individus ne sont pas au même niveau de conscience. J'espère avoir été assez clair. Votre ami John pour vous servir. Alors évidemment, pour écrire ce livre, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de la documentation. Tout à l'heure aussi, j'entendais Nicolas dire que souvent, il n'y a pas de les références dans les écrits que l'on trouve sur les blogs. Et depuis que j'écris des livres, depuis d'abord même que j'ai commencé à lire des livres que l'on trouve dans les librairies ésotériques et maintenant dans la plupart des rayons des grandes librairies, je trouvais que les personnes qui racontaient leurs expériences sur les phénomènes dits paranormaux, mais qui maintenant pour moi sont des phénomènes complètement normaux, je leur reprochais de ne jamais mettre leurs références. Et dans tous les livres que j'écris, je mets toujours mes références parce que c'est le côté scientifique qui ressort. Je trouve que c'est désagréable de ne pas savoir d'où les gens tirent leurs sources. Donc avant d'écrire Contact intergalactique, j'ai essayé de faire le plus de documentation possible et j'ai été effrayée de découvrir une littérature immense, énorme. Et je lisais, et je me disais, mais c'est pas possible, je n'arriverai jamais au bout de toutes mes informations. Jusqu'au jour où j'ai reçu un message me disant, arrête de lire, parce que si tu continues à lire, tu n'écriras jamais ton livre. Et en effet, il y a vraiment énormément de littérature sur le sujet. Mais j'ai quand même appris que nos gouvernements se sont intéressés depuis longtemps au phénomène OVNI. Donc je ne reviendrai pas sur les structures qu'ont mis en place les gouvernements parce que vous les connaissez certainement mieux que moi. Mais je voudrais simplement vous faire part de ce qu'ils m'ont appris, c'est-à-dire de leur rôle par rapport à notre univers. Donc les habitants des autres planètes, vous l'avez compris, ont été effrayés par le nucléaire et par l'usage dont nous en faisions. Donc ils sont là essentiellement pour surveiller les sites nucléaires. Dans mon livre, je parle de cas non encore diffusés parce que ce sont des cas qui ont été observés par des amis. J'ai des amis qui habitent près de la centrale de Chinon et qui expliquent qu'il y a énormément de passages. Ils ont vu souvent des observations au-dessus de la centrale de Chinon. J'ai d'autres amis en Alsace, donc j'ai eu l'occasion de voir en Alsace une photo d'un vaisseau, mais malheureusement la personne qui l'a pris a pris cette photo ayant un rôle dans la fonction publique, n'a pas voulu que je la diffuse, que je l'imprime dans mon livre. Mais donc dès qu'il y a des sites nucléaires, ils sont là. Et je pense que certains d'entre vous ont été au courant qu'au moment de Tchernobyl, il y a eu un vaisseau qui a stationné pendant plusieurs heures au-dessus du réacteur qui allait exploser. Et c'est un physicien français qui a écrit un livre dont j'ai oublié le titre, mais il est noté dans le mien. Et ce physicien explique que si il n'y avait pas eu une intervention extérieure, au lieu d'avoir juste une explosion thermique, il y aurait eu une explosion nucléaire qui n'a pas eu lieu. Or, pourquoi elle n'a pas eu lieu? Justement parce que ce vaisseau a stationné au-dessus du réacteur pendant plusieurs heures. Il a envoyé un rayon lumineux qui a été vu par une centaine de personnes et
l'uranium qui normalement aurait dû être retrouvé dans le réacteur avait disparu et il a été remplacé par de l'aluminium. Il y a eu une transmutation qui normalement on ne sait pas faire. On ne sait pas si à Fukushima il y a eu la même... c'est le grand point d'interrogation, mais de toute façon, je crois que les gouvernements, comme on le disait Nicolas tout à l'heure, les gouvernements nous cachent encore beaucoup de choses. Donc ils sont là pour surveiller les sites nucléaires, ils surveillent aussi les sites sensibles et ils surveillent aussi les habitants. Alors ils n'aiment pas être appelés extraterrestres. Ils disent on n'est pas des extraterrestres, on est les habitants de nos planètes. Vous, vous êtes des terriens, nous on est des humites, ou on est des habitants de Sirius, ou on est les Pléiadiens. Mais extraterrestres, ça ne veut rien dire du tout. Donc ils surveillent aussi ceux qui sont incarnés parmi nous. Parce que il y en a de plus en plus. Et John était un être très particulier, sans aucun cheveu. Mais maintenant, dans mes conférences, quand je dis, mais c'est pas parce que parmi vous, il y a un homme complètement chauve qu'il est extraterrestre, qu'il vient. Il y en a un qui se cache quelque part. Ce n'est pas forcément, parce qu'il ne vient pas forcément d'une autre planète. Voilà ce qu'ils disent. Nous intervenons soit à partir de nos vaisseaux, soit directement par nos envoyés en intervention. Dans le premier cas, nous nous consacrons en premier lieu à la surveillance de vos sites nucléaires, mais aussi de tous ceux appelés par vous sensibles, c'est-à-dire dangereux. Le nucléaire est certes le plus dangereux, mais tous les endroits de stockage ou d'élaboration de produits chimiques le sont aussi. Vous avez sans grande précaution eu l'idée de stocker à proximité les uns des autres des produits dangereux capables, lorsque mélangés, de l'être encore davantage. Tous répandus dans la nature peuvent provoquer des dégâts irréversibles sur celle-ci, mais aussi sur ses habitants humains, mais également sur la flore et la faune. Nous surveillons aussi les sites militaires, ainsi que vos lieux de prise de décision. Nous surveillons donc de haut, si je puis dire, mais aussi de près, puisque tous ces lieux sont maintenant envahis par nos armées pacifiques. Il y a beaucoup d'humides parmi vous, car notre grande ressemblance physiologique et physique nous permet de passer plus facilement inaperçus, et celle-ci aide aussi lors de l'incarnation. Depuis 40 ans, de nombreuses âmes humides se sont incarnées et se trouvent actuellement à occuper de nombreux postes stratégiques à tout niveau et dans tout domaine. Certains sont à des pôles de décision, d'autres à des postes de conseillers. Nous avons aussi des frères et des sœurs chargés de la protection de cette armée pacifique. Donc je suppose quand même que ici, vous avez tous entendu parler des humides. Oui, Jean-Pierre Petit en a parlé. Voilà. Alors Jean-Pierre Petit, c'était le seul écrivain parlant de ce sujet que j'avais lu quand j'avais la librairie, parce que lui, il avait quand même une aura de crédibilité puisqu'il était scientifique. Et quand John m'a dit qu'il venait de la planète Oumo, quand j'ai su que John venait de la planète Oumo, et qu'Isabelle avait déjà eu des contacts avec les humides, je me suis renseignée
j'ai appris donc qu'ils avaient débarqué en France. Le premier débarquement a eu lieu en France, près de Digne, et que de là, ils ont, on va dire, migré vers l'Espagne et vers toute la planète. Et ils pensaient à l'époque faire un débarquement. Ils venaient en somme prendre la température et voir comment faire un débarquement plus important pour pouvoir, ils voulaient communiquer avec nos gouvernements. Mais ils se sont rendus compte qu'on n'était absolument pas prêts. Et maintenant, ils ont changé leur plan. Ils ne veulent plus faire un débarquement, mais ils nous ont envahis pacifiquement, soit en s'incarnant directement dans un couple qui attend un enfant, ou alors dans un phénomène qu'on appelle le phénomène de walking. Le walking, c'est un deal, si je puis dire, qui est passé entre deux âmes. Vous avez un être d'un certain âge qui a un accident ou une maladie, mais plutôt un accident, et qui va mourir. Donc son âme s'en va, et il y a l'âme d'un extraterrestre, d'un habitant d'une autre planète, qui vient prendre possession du corps de la personne qui est dans le coma. Alors là aussi, il ne faut pas croire que dès qu'on a fait un coma, on devient un walking et un être éveillé. Je connais quelques personnes qui ont fait du coma et qui me disent oh ben maintenant, je sais que je suis un walking. Là, je me méfie beaucoup parce que vous savez, les grands sages n'ont jamais dit qu'ils étaient des grands sages. Et puis, il faut surtout regarder comment la personne vit pour voir si elle a vraiment une conscience éveillée. Donc, il ne faut pas penser que c'est un cas de possession. C'est un cas où deux âmes ont choisi ce travail ensemble. Le cas de possession, c'est une âme malheureuse qui ne sait pas qu'elle peut s'en aller vers la lumière et qui reste accrochée à ses contingences terrestres, à ce qu'elle a connu, et elle reste, et souvent, elle fait des petites farces, ou même des grosses farces. Donc c'est pas un cas de possession, c'est un deal entre deux âmes. Donc voilà la façon dont les habitants des autres planètes peuvent nous envahir. Et maintenant, alors, vous en êtes peut-être déjà convaincus, il y en a beaucoup dans les gouvernements, dans les entreprises au poste de décision, et ils font ce qu'ils peuvent pour éviter, comme ils disent, nos bêtises, nos inepties. Alors pourquoi est-ce qu'ils se manifestent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils... Ben, vous l'avez compris, ils veulent surtout qu'il y ait de plus en plus de personnes qui savent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et je suis vraiment contente quand je fais ce genre de conférences dans des milieux qui n'ont rien, qui n'ont pas l'habitude de fréquenter des clubs comme le vôtre. Et souvent, je fais des conférences dans des associations qui ont l'habitude de recevoir des médiums ou des conférences plus de développement personnel. Et souvent, les personnes qui organisent mes conférences me disent « Ah, on ne sait pas du tout combien vous aurez de monde, hein, parce que c'est vraiment un sujet qui fait peur. » Et à chaque fois, eh bien, l'organisatrice ou l'organisateur est très étonné parce que actuellement, il y a vraiment des personnes de plus en plus intéressées par ce phénomène. Et John et mes autres interlocuteurs disent donc qu'ils veulent que l'on sache qu'il y en a de plus en plus parmi nous. Ils veulent que nous sachions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et ils veulent surtout que nous sachions qu'ils ne viennent pas pour nous faire peur, ils viennent pour nous aider. Pour nous aider, donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au nucléaire, par rapport à tout ce qui risque d'abîmer la planète,
mais ils viennent également au travers des messages que je reçois pour que nous élevions, chacun d'entre nous, élevions notre niveau de conscience. Donc, je vais vous lire encore quelques messages. Il y a un but bien précis à toute vie. Ce but s'appelle évolution. Évolution dans les formes, mais aussi de la conscience. Ce but consiste à retrouver l'union que vous avez connue, puis perdue, avec l'énergie créatrice que vous appelez Dieu, et qui est amour, amour universel et inconditionnel. Sur Terre, il y a très peu d'êtres qui ont réussi à atteindre ce but ultime. Sur d'autres planètes, il y en a souvent davantage. Je ne veux pas dire qu'elles sont devenues toutes amour total, mais sur la mienne, là c'est un message qui vient des Pléiades, mais sur la mienne par exemple, le nombre de sages a atteint ce que vous pourriez appeler la masse critique, c'est-à-dire le nombre suffisant pour qu'ils soient écoutés, suivis, admirés. C'est eux qui dirigent la planète. Depuis quelques années, nous sommes heureux de constater que beaucoup de consciences s'éveillent sur votre planète. Certains de nos frères ou sœurs, en s'y incarnant, servent de moteur et vous entraînent sur le chemin de l'éveil. Il y a dans le monde deux forces en présence, l'ombre et la lumière. Cette dernière gagnera, c'est certain, mais dans quelles conditions? Nous aimerions par amour que ce soit avec le moins de dégâts pour vous. Il vous faut absolument changer. Le changement est en marche et il sera d'autant moins douloureux que ce sera vous, terriens, qui le mettrez en place. Si vous ne le faites pas, il viendra forcément et ce sera douloureux. Vos sociétés ne peuvent continuer à vivre de la sorte, de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres. C'est un déséquilibre évident. Je ne vais pas continuer sur ce mode car tout ce que je pourrais ajouter est connu de chacun d'entre vous. Je dirai seulement ceci. Frères et sœurs de la Terre, éveillez-vous, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous en avez la capacité et nous, vos frères et sœurs de l'espace, nous sommes à vos côtés pour vous aider, rien que pour vous aider, pas pour vous agresser. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop déçus d'être venus à cette soirée, parce qu'elle doit changer un petit peu des réunions techniques ou des réunions d'information sur les observations qui se font. Mais je remercie beaucoup Guy d'avoir eu le courage de me faire venir. Et on va passer à la partie des réponses et des questions. Moi, j'ai tout d'abord moi-même une question. Et cela concerne Fukushima. Donc l'accident qui est survenu à Fukushima et la longue durée de l'accident. N'oublions pas qu'il y avait de la matière radioactive qui coulait pendant des mois et des mois. Moi, près du micro, ça. Donc pourquoi est-ce que ces extraterrestres qui nous surveillent pour nous aider, surtout concernant la partie nucléaire, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé ce problème survenir et pourquoi est-ce qu'il a continué pendant des mois et des mois, voire je crois une année entière, et ils n'ont rien fait? alors, on ne peut pas savoir s'ils n'ont rien fait, mais de toute façon, nous sommes sur la Terre avec un certain libre arbitre et ils ne sont pas là pour tout faire. Donc Fukushima, je ne vais pas en parler parce que je ne connais pas mais, suffisamment, mais Tchernobyl, ils ont quand même agi. Et puis, puisqu'il y a eu une minimisation des dégâts, donc ils font ce qu'ils peuvent.
ils ne peuvent pas tout non plus. Beaucoup de... Oui, En somme, sans eux, on aurait été plus irradiés. on aurait été plus irradiés parce qu'il faut se dire quand même qu'à Tchernobyl, vous vous souvenez que les particules se sont arrêtées à la frontière française. Bon, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient cela maintenant. Monsieur, Vous avez une question? Oui, sur Tchernobyl, il faut avoir lu le livre de Vladimir Tcherkov, je crois, Ce crime de Tchernobyl. C'est un livre assez large qui nous explique en détail ce qui s'est passé. Ils ont fait une expérience qui n'était pas autorisée. Ils ont débranché le système de sécurité pour faire cette expérience. Et il s'est passé une réaction auquel ils ne savaient pas faire face, parce qu'ils voulaient mesurer l'énergie de la turbine quand elle s'arrête de recevoir en bas. Et si ça n'a pas explosé, c'est parce qu'il y a une dalle de béton de 1 mètre et ceux qui étaient au-dessus n'est pas tombé en contact avec l'eau qui est en dessous. Et sinon, sur un rayon de 300 km, il n'y avait pas de fuite. Il y avait plus de... C'est la dalle de béton. Les gens qui ont été poussés l'eau sous la dalle de béton sont morts. Elle était irradiée, mais sinon c'était une explosion. C'était même une implosion. Est-ce que vous avez une question pour en priver avec ou non? Pas de question, juste que ça. Si, moi, c'est pas une question, c'est tout de suite une question. Alors, je suis désolée, je vais peut-être un petit peu vous contrarier, mais à l'époque où Tchernobyl ça s'est passé, j'ai eu le malheur de travailler au ministère de l'Environnement, je travaille encore d'ailleurs, et à la délégation des risques nageurs. Et on recevait en direct donc, tout ce qui était à l'époque, il n'y avait pas de mail, donc on recevait tout ce qui était Telex, en direct, Météo France, les gens passent. Également, évidemment, le nuage, là vous avez raison, on aurait dû ouvrir, au lieu de se taire, parce qu'on n'avait pas le droit de le dire. Mais il faut quand même vous dire que non, il n'y a jamais eu d'engins qui sont restés plus d'1 heure au-dessus de Tchernobyl. Ça c'est faux. Par contre, il y a eu des hélicoptères, les gens qui étaient dans les hélicoptères sont morts depuis. Ils sont restés, et restaient d'ailleurs plus de 2 heures au-dessus pour voir où en était l'état. Parce qu'en fait, la centrale, elle n'a pas explosé, mais à cause de la dalle de béton, elle a implosé et elle s'est affaissée. Voilà. Et l'expérience dont parle le monsieur avec l'aluminium, la fusion, c'est ce qui en a résulté après. Voilà. Donc c'était juste pour remettre un petit peu les trucs, en disant que c'est... Je ne mets pas en doute tout ce que vous dites à côté, mais là-dessus, non. D'autant plus que je m'occupe des enfants de Tchernobyl encore actuellement. Donc, si ces êtres étaient là pour nous protéger, ils auraient dû faire en sorte que ces enfants ne soient pas touchés, ni leurs parents, ni leurs... voilà. Donc, quand je vois les enfants, je m'en occupe depuis 2006. Ça fait un peu lourd quand même. Mais vous savez, je n'ai jamais nié qu'il y avait des retombées importantes à Tchernobyl. Alors, on le dit aussi qu'il y a eu des hélicoptères dans certains livres. Il y a surtout eu des hélicoptères. Mais il y a plus d'une centaine de personnes qui ont vu ce vaisseau. La seule chose qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui voient et des personnes qui ne voient pas, puisque ces appareils peuvent se rendre invisibles. Bon, ben c'est pas grave, madame. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Autre question? Il y en a une question. Oui, Nico, je vous ai envoyé un lien important. C'est poser une question. Oui, concernant l'ufologie et la façon dont on nous trompe, c'est important de le savoir. On sait maintenant, peu de gens le savent, comment on a été sur les tours jumelles de New York. Il n'y a jamais eu d'avion. On sait maintenant ce qui s'est passé. C'est des hologrammes qu'ils ont utilisés. Il y avait un avion qui a projeté des hologrammes. Et donc ils peuvent nous tromper pour l'ufologie, ils le font aussi. Voilà, c'était une information qu'il faut faire savoir quand même. Donc ceux qui sont morts sont toujours vivants. Non, mais les avions que vous avez vus, Non, mais ceux qui sont morts, parce qu'elles ont été coupées en dessous avec des montages. Si on peut rester sur le sujet de l'intervenant, ça sera parfait. Et de toute façon, tous ceux qui sont morts sont vivants de l'autre côté. Donc, On passe à la prochaine question. Voilà, moi je suis très intéressée par les humides depuis longtemps et je voulais savoir, la nuit que vous avez, c'est appelé John, humide. Vous dites qu'il n'y avait pas de cheveux, logiquement les humides sont norvégiens, finlandais, ils sont très grands, les cheveux blonds. Alors ça ne correspond pas tout à fait à la description humide, c'est ça que je voulais savoir. mais si John était très grand,
Et on pense, à le voir, on pensait que c'était un blond, mais sans cheveux, si vous voulez. Il n'avait aucune caractéristique d'un Mexicain basané ou d'un Américain brun. C'était vraiment le type nordique. Oui, d'accord. Et il vous parlait, enfin, habituellement, normalement, quoi. Mais il parlait absolument normalement. À chaque fois que nous avons eu des contacts ensuite par mail, c'était exactement comme avec un terrien. Voilà, et ils vous ont jamais invité à faire un petit voyage en vaisseau spatial, vos amis humides? Alors Isabelle est très déçue parce qu'elle aimerait bien faire un petit voyage en vaisseau spatial. Moi, j'avoue que, écoutez, j'ai déjà eu beaucoup de mal à digérer tout ce qui m'est arrivé depuis les années 85. Donc non, là je crois que je ne pourrais pas. Hein. Par contre, ce que je trouve très amusant, c'est que depuis que j'ai sorti mon livre, donc c'est-à-dire depuis octobre 2015, nous avons un journal local en Berry qui s'appelle La Nouvelle République. Et par 2 fois, La Nouvelle République a publié des articles avec même une photo parce que des personnes en Berry ont vu des lumières extraordinaires et pensent que ce sont des lumières qui viennent d'un vaisseau. Alors, comme on aime bien s'amuser toutes les deux avec Isabelle, on a dit non mais attends, toi maintenant tu aimerais bien voir un vaisseau et tu... Alors je dis mais oui, on a quand même quelques hectares de terre assez régulière. Ils se sont trompés, leur GPS les a fait poser à 10 km de chez nous et non pas chez nous. Ça, c'est la plaisanterie. Hein. J'aurais une question concernant la télépathie. Hein, parce que j'ai un ami qui a été, pas enlevé, mais qui est parti sur la planète Yaouba. Hein, bon. Et il est en contact avec ces gens-là qui sont à des années-lumière. Alors, je lui demandais à quelle vitesse ça fonctionnait. Est-ce que la télépathie fonctionne sur des années-lumière? La télépathie, c'est vraiment instantané. Et oui, ça peut... Donc, s'il a des amis sur la planète Yaouba, Michel Desmarquet, il n'a jamais voulu gagner un centime avec son histoire. Hein. Il habite en Australie, il a publié en anglais son histoire, et bien juste produite en français, il ne veut pas gagner un centime là-dessus. Et il dit que son histoire, bon, il a vécu cette histoire-là, il est parti volontairement, mais il prétend être encore en contact télépathique. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais la télépathie, c'est un phénomène qui est scientifiquement prouvé. Les soviétiques ont fait depuis des années, il y a 50, 60 ans ou 70 ans, ils faisaient déjà des études sur la télépathie. Et c'est assez troublant quand on voit qu'on peut passer à côté d'un arbre et qui vous envoie un message. L'espace et le temps n'existent pas. Bon, alors, je ne rentrerai pas dans la physique et tout ça, mais c'est ce qu'on nous dit. Bonsoir. Est-ce que vous avez entendu parler de Maitreya? Avec, enfin, lui comment, son retour est annoncé sur la Terre avec le concours des frères de l'espace. Alors, quelle crédibilité accorder à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je connais le nom de Maitreya, mais je n'ai jamais rien lu sur le sujet, et je ne sais pas. Mais moi, je pense, personnellement, je pense que nous ne devons pas attendre le retour d'un nouveau Messie, mais nous changer comme tous les êtres de lumière qui me contactent. C'est pas ce qu'ils prétendent. C'est pas ce qu'ils prétendent. Bon. C'est pas ce qu'ils prétendent. C'est le jour de la déclaration où Maitreya s'annonce à la planète. Écoutez, l'idée, non, parce que ils sont en étroite liaison, comme ils disent, avec les frères de l'espace. Comme vous en avez parlé, donc ça m'étonnerait qu'ils fassent bande à part. Mais il y a aussi des choses qui ont été dites il y a 50 ans et qui n'ont plus cours maintenant.
Non, ça se renforce. Il y a des preuves et tout sur Internet. Parce que quand les Humites disaient qu'ils avaient débarqué dans leurs lettres aux Espagnols, mais c'est plus du tout d'actualité, puisque avec ce qu'ils ont vu, et avec, ils ont convenu qu'il fallait faire autrement. Mais là, je ne peux pas vous répondre. Excusez-moi. Bonjour. Alors, je voulais vous demander, ce médium qui voit tout sans qu'on lui montre les photos, où est-ce que je peux le contacter? Il est dans votre village? Alors écoutez, cher monsieur, si vous devez rencontrer un bon médium, il sera mis sur votre chemin. Donc c'est pas la peine de courir à l'autre bout de la France. Ce médium, je sais même, bon, je sais à peu près où il est, mais il ne travaille plus. Et je ne peux pas vous le recommander, c'était en 85 et vous voyez, on est maintenant en 2016. Deuxième question, la librairie ésotérique que vous tenez, elle existe toujours? Ah, pas de chance. Pas de chance, elle est fermée depuis... je l'ai fermée en 2000, parce que j'avais autre chose à faire que tenir une librairie. Donc maintenant, vous voyez, je m'occupe de la maison d'édition, j'écris des livres, je fais des conférences, donc je ne peux pas être enfermée dans une librairie. Et troisième et dernière question, cette fois, c'est qu'est-ce que vous voyez sur moi? Rien du tout. Un beau chapeau, c'est tout. On reste sur le sujet extraterrestre, on n'évolue pas dans la médiumnité. Non mais de toute façon, on doit se rendre compte que, heureusement pour nous, un médium ne voit pas 24 heures sur 24, et puis il existe toutes sortes de médiumnités. Il y a des médiums qui voient, puis il y a des médiums qui ne voient pas. Et moi, je vois rarement. Et puis en plus, je veux vivre tranquille, donc je suis très contente de ne rien voir sur les autres. Merci de la réponse. Bon, merci. Une autre question? Oui, bonsoir. C'est une question, je ne sais plus exactement ce que M. Nikos en parlait au début. Je crois que c'était relatif à des observations peut-être au Québec. Vous avez fait allusion à une classification parmi tous ceux qui connaissent, les pédophiles, les que vous appelez les grands blancs. Non, c'est Nicolas qui en a parlé. Il se rattache à quelle origine, les grands blancs? On ne sait pas. Alors, j'en parle dans mon livre, j'ai fait un chapitre où j'en parle parce qu'il y a un Américain, Charles Hall, qui a été envoyé comme assistant météo près de la base américaine où il se trouve. Et bon, pendant des années, il s'est tu, mais comme maintenant il y a beaucoup de militaires qui ne sont plus, qui sont en retraite, ou des pilotes qui sont en retraite et qui commencent à parler. Donc Charles Hall a expliqué vraiment comment il les a côtoyés. Donc c'est tout un chapitre de mon livre. Puis il y a d'autres littératures sur les grands blancs. Hein. Mais c'est indépendant de ce qu'on a appelé aussi, malheureusement on l'a beaucoup oublié parce que le témoin n'a écrit aucun livre, il n'a laissé aucune trace écrite. On les appelait les sacs de farine, le don, on les appelait sacs de farine parce que, paraît-il, dans ce contact, ils s'étaient définis comme ennemis un peu opposants, irréductibles au petit gris, et qu'on les appelait sacs de farine parce que bien que pilotant et naviguant dans les espaces, ils avaient néanmoins par rapport aux autres une faiblesse de force physique. Ils étaient en quelque sorte, comme chez nous, seraient un civil par rapport à un super entraîné, à un astronaute super entraîné. Et on les appelait donc sacs de farine, mais ça c'est distinct de ceux que vous appelez grands blancs. Ce ne sont pas les mêmes que les sacs. Bon, ma documentation n'a pas été jusque-là, vous voyez. On passe à la prochaine question. Quel est votre livre, madame? Il s'appelle Contact intergalactique
Et j'en ai quelques-uns ici, et j'aurai plaisir à vous les dédicacer si vous les prenez ici. Ou alors vous pouvez nous les commander sur notre site internet, ou même vous pouvez le commander, on est distribué par les FNAC, par les Cultura et par tout libraire de bonne volonté. Merci. Bonsoir, merci pour votre intervention déjà. J'avais une double question en fait à vous poser. Est-ce que vous êtes uniquement en contact avec des espèces pacifiques comme les ébènes par exemple, de la planète Serpo, ou est-ce qu'il vous arrive aussi d'être en contact avec des espèces peut-être plus belliqueuses comme les trantaloïdes ou ce genre de choses? Et est-ce qu'en tant que télépathe, vous êtes capable de vous transporter dans d'autres endroits du système solaire, de voir Bon, alors il y a une double question là. Donc la première, je vous dirais non, je ne suis en relation qu'avec des êtres pacifiques parce que on ne peut entrer en relation qu'avec des êtres qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Et ils m'ont expliqué que actuellement, ceux que l'on a appelés les méchants, les petits gris, etc., ils ont moins la capacité de nous approcher qu'avant, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète à réfléchir et à élever notre niveau de conscience. Donc si nous élevons notre niveau de conscience, notre niveau vibratoire va également monter, et donc certains êtres ne peuvent plus nous atteindre. Bon, je sais qu'il y a actuellement encore toute une littérature qui parle de tout ce qui est ce que j'appellerais l'ombre, mais nous, pour ma part, je sais que c'est en donnant de la force à tout ce qui est apparemment négatif que nous n'arriverons pas à faire évoluer la planète et à faire arriver le règne de la lumière. Bon, peut-être que je vous paraîtrai un peu utopique, mais comme tout à l'heure on parle d'une masse critique en chimie, il y a actuellement, en dehors de tout ce qu'on voit sur la planète, il y a quand même un changement dans les mentalités. Bon, on va prendre un exemple très très proche de nous. Dans les années 85, il y a eu des attentats à Paris. Il y en a eu récemment. Eh bien, récemment, on a vu des gens venir témoigner et dire « nous ne voulons pas aller dans la haine, nous ne voulons pas donner de force à la haine ». Et ça, on l'entend de plus en plus. On ne l'aurait pas entendu 20 ans avant. On voit des gens se prendre par la main, quelle que soit leur couleur ou leur religion. Pour vous qui vivez à Paris, c'est peut-être plus difficile que pour nous qui vivons en province, mais moi je trouve que on entend un autre langage. Alors, votre deuxième question, c'est si je me... Alors, si je le fais, je ne m'en souviens pas. Je sais que dans notre sommeil, on peut faire, ou même dans la vie courante, on peut être ici et ailleurs, mais je n'en ai pas conscience. Par contre, je vais vous faire rire avec une petite histoire qui n'a rien d'ufologique. Un jour, j'avais rendez-vous avec un guérisseur dans la région de Niort, un guérisseur que je n'avais jamais rencontré, mais je voulais aller le voir parce que j'avais une verrue et que je n'arrivais pas à faire passer par moi-même. On a toujours besoin des autres, vous savez. Donc je prends rendez-vous avec ce monsieur, et quand j'arrive, il me dit « Ah ben oui, c'est bien vous ». Je dis « Mais vous me connaissez, vous avez vu ma photo ?» Il dit « Non, non, c'est pas ça, mais il faut que je vous explique. Cette nuit, j'ai été réveillée, puis vous étiez couché entre ma femme et moi. » Ah bon? Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Hein. Et je dis, mais qu'est-ce que je suis venue faire entre vous deux comme ça? Ben, il me dit, vous m'avez dit, je ne viens pas pour ce que vous savez, mais je viens, et puis j'ai donné une autre explication. Et cette autre explication, moi je la connaissais, mais lui ne la connaissait pas. Une autre fois, je sais qu'il il soignait une personne, et puis il a dit à cette personne, mais il faut que je m'arrête parce qu'il y a Nicole qui vient d'apparaître et qui me dit ça suffit, c'est assez long comme ça.
Mais ça, je ne le sais pas, j'en suis pas consciente. Bon, si un jour je viens vous chatouiller les pieds la nuit, ben vous téléphonez-moi pour que je le sache. C'est de la bilocation. Sans doute. On passe à la prochaine question. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi j'aurais deux questions. La première concerne la télépathie, comme mon collègue a évoqué un petit peu. Je voulais savoir si vous étiez, si vous pouvez choisir avec quel sujet vous pouvez communiquer, ou si ça vous apparaît comme ça au hasard. Pour la première question. Vous voulez dire, est-ce que je peux appeler quelqu'un pour communiquer avec? Oui, voilà, c'est ça, choisir un extraterrestre en particulier, ou Alors, si c'est au hasard. Je dois vous avouer que j'avais une date une date fixe pour finir mon livre. Les éditeurs sont toujours très exigeants. Même si je suis mon propre éditeur, Isabelle, ici présente, m'avait donné un temps précis. Il fallait qu'il soit sorti le 15 octobre. Et il y avait plein de choses qui n'étaient pas finies. Donc on a fait une liste de questions et je les lisais. Et John, dans la nuit, venait me donner la réponse. John ou les Pléiadiens ou Axia, suivant le cas. Mais en général, c'est eux qui me choisissent, qui me réveillent pour me donner un message. Mais dans ce cas particulier, je pouvais demander, oui. D'accord. Et du coup, ma deuxième question, c'est plutôt un rebond sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez évoqué en quelque sorte, lors d'une communication extraterrestre, parler d'un créateur, etc. Vous avez parlé de Sirius, d'ailleurs pour le thème, ce sont les Syriens, à ne pas confondre avec les Syriens. Et ma question en fait, c'était, il y a une religion posée autour de ça, le néo-édémérisme, qui entreprend de dire qu'on descendrait des anciens astronautes ou des Syriens, justement. Et je voulais savoir quelle était votre position là-dessus, ou si vous aviez déjà évoqué la question du créateur avec des extraterrestres pour savoir quelles sont leurs positions à eux à ce niveau-là. Non, j'avoue que je n'ai pas posé la question. Les Mayas, eux, pensent qu'on vient des Pléiades. Donc, bon, et si on regarde la littérature très ancienne, il y a déjà, comment dirais-je, il y a déjà mention d'habitants des autres planètes. Mais je ne me suis pas appesantie sur la question. En fait, je ne vis pas dans le passé, je vis dans le présent. Même. Et c'est le présent qui prépare notre futur. Mais je comprends très bien qu'il y ait des historiens ou des personnes qui s'intéressent à nos origines. Mais vous savez, j'ai démarré très tard, donc j'essaye d'aller à l'essentiel pour moi, tout au moins. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il encore des questions? Bon, j'en ai une. Puisque Isabelle a l'air manifestement d'être avec vous très proche, j'aurais aimé savoir comment d'abord, d'une part, vous vous êtes rencontrés. Le hasard qui n'existe pas. Alors on s'est rencontrés, à l'époque j'avais une librairie ésotérique à Châteauroux et j'organisais des conférences. Isabelle habitait à Rennes et je faisais venir une conférencière du Canada qu'elle avait envie d'écouter et qui cette année-là ne faisait pas le tour par Rennes et avait préféré une petite ville de rien du tout comme Châteauroux. Et donc Isabelle et quelques amis ont fait un charter pour venir écouter la conférence et assister à un atelier qui avait lieu le dimanche matin. Et à la fin de l'atelier, vers 13h à peu près, tout le monde me quitte. Et à côté de ma librairie, il y avait un restaurant indien. Donc moi, j'ai rangé la librairie. Et puis au moment de partir, j'avais encore 30 km à faire pour rentrer chez moi. Je me suis dit, bah, finalement, je vais aller manger chez le voisin. Et quand je suis rentrée dans cette salle de restaurant, là, il y avait tous les stagiaires qui étaient là à côté en train de manger et il n'y avait plus de place. Et j'ai vu Isabelle se lever, que je n'avais pas remarqué avant, et me dire, ben, madame, si vous voulez venir, nous sommes à une table de 6 et nous ne sommes que 5. Donc il restait une place. Je me suis assise à côté d'elle
Et on a commencé à bavarder, si bien que les autres personnes à la table lui ont fait des reproches après, en disant que on n'avait pas été très polis toutes les deux. Mais je lui parlais de mes voyages en pays maya, si bien que c'était en 97. En 98, elle est venue au premier voyage en pays maya, revenue en 99, et à partir de ce moment-là, elle qui travaillait dans une grande société avec plein de responsabilités, elle a tout abandonné en 2006. En 99, elle a déjà eu l'idée de venir m'aider à développer notre maison d'édition et puis les stages aussi de développement personnel, de chant, de danse, que nous organisons à Mexico, en Berry. Et depuis 2006, elle a abandonné son travail bien payé pour venir travailler avec moi. Et récemment, j'ai eu un message d'un arbre. C'est dommage, je ne l'ai pas amené. Dans notre propriété, nous avons un bois de chêne avec 2 gros chênes, mais un petit peu plus petit que les autres. Et quand les personnes vont voir, ils s'extasient toujours sur le plus grand chêne. Et moi, quand j'y vais, je parle à l'autre, parce que je me dis, il doit être jaloux quand même qu'on ne le regarde pas. Et il est venu me donner un message en me disant, eh bien, tu vois, mon rôle, il est important, parce que tous les ans, toutes les personnes, je participe à l'harmonie du lieu. Sans moi, il n'y aurait pas la même harmonie. Et il me disait, ce chêne, eh bien, j'ai le même rôle que les personnes qui aident, les personnes qui ont un rôle public. Et le chêne me citait, De Gaulle n'aurait jamais eu cette emprise, enfin ce pouvoir, s'il n'avait pas eu Tante Yvonne. La reine d'Angleterre n'aurait pas cette longévité si elle n'avait pas Philippe à ses côtés, etc., etc. Et toi, tu ne pourrais pas faire ton travail s'il n'y avait pas Isabelle à tes côtés. Ce sont les élémentaux, en fin de compte, Oui. Et qui vous répondent. Également, oui. J'ai aussi eu un message d'une fée. Bon, alors, là, c'est peut-être trop, hein. Oui, il y a un... Dans votre allusion justement à votre librairie qui était à Châteauroux, donc, et vous dites que vous aviez notamment presque un culte de grand chêne, comme étant... Je n'ai pas compris là, excusez-moi. Vous dites que dans votre site, vous avez donc de beaux chênes, etc. Ah oui. Qui constitue presque un peu de culte du chêne. Est-ce que dans vos contacts avec les Oumis, parce que j'avais lu un certain nombre de lettres jusqu'à la 45, 47e lettre, puisqu'elles sont sur Internet et sur le site Homo Science. Et alors, ce qui est étonnant, donc, comme les Oumis parlent beaucoup de leur idéal pacifique, etc., ils ne vous ont jamais fait une allusion avec humour à votre propre situation, parce que vous êtes dans une ville, Châteauroux, où se passe annuellement ou biannuellement l'équivalent pour l'armement en général de ce qu'est le salon du Bourget, par exemple pour l'aviation. Il y a une très grande foire aux armements à Châteauroux, qui est une tradition. Ils ne vous ont jamais fait allusion à votre proximité avec cet événement national. Bah écoutez, ils m'en ont jamais parlé, peut-être parce que moi je l'ignore totalement, cet événement dont on parlait. Bon, je sais qu'on a un grand aéroport qui a été construit par les Américains, qui a une piste d'une telle longueur que le Concorde pouvait atterrir, que l'A380 est venu faire des essais, mais je n'avais jamais entendu parler si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, vous parlez d'une foire aux armements. À Châteauroux. Alors, je me demande si c'est pas plutôt à Bourges. Parce qu'à Bourges, vous avez beaucoup d'usines d'armement. Mais à Châteauroux, non, il n'y a même plus un militaire.
Je sais pas. Mais je pense que c'est plus à Bourges qu'il doit y avoir quelque chose sur l'armement. Et Bourges-Châteauroux, c'est 60 km. Y a-t-il encore des questions? Pardonnez-moi, peut-être vous en avez déjà parlé. Est-ce que vous recevez toujours des messages de Marie? Et pour 2016 en particulier? Parce que je ne sais pas si vous avez... Je continue à recevoir des messages de Marie de temps en temps, mais elle va exactement dans le sens de ce que les habitants des autres planètes me disent aussi. Elle dit qu'elle est beaucoup plus optimiste qu'elle n'a été. Il y a eu énormément d'apparitions en France au XIXe siècle, où là, elle disait, mais réveillez-vous. Bon, maintenant, elle dit, bon, il faut encore agir, il faut encore vous transformer, il faut encore vous changer. Mais elle dit, je pense que vous, maintenant, vous êtes sur le bon chemin. Merci. Encore des questions? Sinon, on va s'arrêter. Pas d'autres questions, oui. Écoutez, je vous remercie infiniment de votre attention, Merci, de c'est vos nous. sourires. J'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai peut-être pas répondu à toutes vos questions au niveau ufologie, j'en prie. Mais c'est un autre message que j'essaye de faire passer. Le message de n'ayons pas peur et surtout, la lumière va gagner, même si ce n'est pas toujours visible quand on vient se promener sur Paris. Il y a une association qui viendrait vous inviter dans l'ombre, au côté près du château. D'accord, merci beaucoup. Et sur mon dos, il y a une adresse. D'accord, d'accord. Je prends. Vous pouvez les appeler de ma part. D'accord, mais quand je descendrai dans le midi, parce que j'essaye toujours de faire des tournées de conférences cohérentes. Les conférences en juillet et août, alors appelez-les de ma part. Mais moi, ça sera plutôt pour l'année prochaine maintenant. À la même période, juillet et août. D'accord, bah écoutez, je verrai ça pour l'année prochaine. Bien, je vous remercie donc de votre attention à tous. Guy, il y a quelque chose à rajouter? Non, simplement que c'est nous qui vous remercions d'être venus, de vous être déplacés, ainsi que les appels. Si j'aurais peut-être une dernière question qui ne sera pas pour vous, Nicole, mais qui sera directement pour Isabelle. Pourquoi n'avez-vous pas écrit jusqu'à maintenant? Elle a écrit un chapitre déjà, ça commence. Alors. Effectivement, nous aurions pu écrire ce livre à 80, c'était ce qui était prévu, mais la vie a fait que on a eu beaucoup d'inattendus et beaucoup d'imprévus, et les journées n'ont que 24 heures. Alors à un moment, il faut faire un tri. Et bon, dans l'avenir, il y aura certainement d'autres livres, et comme j'ai la plume facile, je pense que quand j'aurai le temps, je me mettrai à écrire. Mais il y a quelques pages dans le bouquin que j'ai écrit déjà. Oui, merci beaucoup de votre question. Je vous en prie. Donc, si nous n'avons plus d'autres questions, nous allons clore la soirée ici. En remerciant une fois de plus Nicole, c'est bien voulu s'être déplacé. Paraît-il une dernière question? Pardonnez-moi, je ne voudrais pas trop abuser de votre technique non plus. Est-ce que vous avez entendu parler des séances d'hypnose régressive de Calogero, Gravessi ou Graffiti, je ne sais plus son nom exactement, où il a, si vous voulez, quand il fait des hypnoses donc, avec des témoignages sur Internet, sur YouTube, et si vous voulez, souvent les personnes qui sont en hypnose vivent des choses assez conflictuelles avec des entités au niveau non pas du corps mais du corps éthérique, où on voit des choses comme par exemple certains aliens prennent de l'énergie aux gens par exemple, etc. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, moi j'ai découvert ça il y a très peu de temps sur Internet. Apparemment c'est en corrélation avec un livre d'un Américain qui prévenait par d'autres messages justement intergalactiques. Il fallait faire attention que certaines races d'aliens venaient prendre l'énergie des humains
et qu'ils pourraient se faire passer pour des êtres de lumière, justement. Donc voilà, et c'était une déviance, si vous voulez, du contrat un petit peu qui était passé au niveau de l'univers. Voilà. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais... Non, j'en ai pas entendu parler, mais il y a actuellement un certain nombre de livres qui paraissent être écrits par des êtres de lumière, mais quand on regarde bien, on s'aperçoit que c'est vraiment des êtres qui se font passer pour des êtres de lumière. Et ce que je reçois comme message, c'est que toutes ces choses existent pour faire marcher notre discernement. Donc je suis à votre disposition si vous voulez regarder ce livre, et puis si vous voulez une petite signature, je suis encore d'attaque pour le faire. Merci beaucoup à tous. Merci. Avant de se quitter, nous allons certainement vous faire une communication que nous le retrouverons au mois d'août. Tout est fermé, bien évidemment, il n'y a pas de soirée, mais nous le retrouverons en septembre. Jusqu'à hier, j'avais un intervenant qui était prévu. Malheureusement, il a eu un problème de santé. Il m'a fait savoir qu'il allait se faire opérer à la date de septembre à laquelle nous pourrions avoir un intervenant. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'intervenant. La seule chose qu'il y aura, c'est que dès qu'on en aura un, comme nous disposons de 5 pages sur Facebook et d'un blog tenu par Nikos et aussi d'un site internet tenu par Patrick Guéret-Kéros, toutes les informations pour ceux qui ont bien sûr internet seront disponibles à ce moment-là. Voilà, on vous remercie et on vous souhaite un bon retour et une bonne soirée.